Est-ce qu'on peut lancer le diaporama? Merci. Donc effectivement, nous avons réalisé en 2017 une étude à la demande d'Unifrance pour faire un peu le point sur la manière dont le cinéma français voyait son avenir dans le contexte de la révolution numérique et notamment les perspectives que ça lui ouvrirait à l'international. Donc il s'agit d'une étude qu'on qualifie de chez nous de miroir. Alors c'est quoi une étude miroir? Il ne s'agit pas de nous de donner la vérité, mais d'aller recueillir la vision des acteurs. Donc on a confectionné un questionnaire en ligne qu'on a administré à près de 200 professionnels du secteur, vous les voyez ici, répartis par catégorie, donc essentiellement des cadres d'entreprises de la filière du cinéma, mais également des représentants des organisations professionnelles. On a complété l'échantillon par un ensemble d'experts, notamment des consultants spécialisés dans cette industrie, et puis, pour compléter le panel, 35 artistes. Et donc, un questionnaire en ligne leur a été adressé qui cherchait à permettre de recueillir la manière dont eux se représentaient l'état de leur secteur d'activité 10 ans plus tard. Donc, on était en 2017. Il s'agissait de se projeter en 2027 avec un questionnaire assez copieux comportant un grand nombre de questions fermées abordant différents termes de l'impact du numérique sur la filière et sur l'exportation du cinéma français, et puis des questions ouvertes où les répondants pouvaient librement s'exprimer. Pour compléter le panorama, nous avons réalisé 16 entretiens semi-directifs approfondis avec des personnalités de premier rang de la filière, des acteurs qui sont des décisionnaires. Donc qu'il soit bien clair, il ne s'agit pas ici de livrer ce que sera le cinéma français en 2027, mais simplement de faire une photographie des représentations et des croyances qui règnent au sein du microcosme sur ce que sera le cinéma en 2027. Alors vous savez, la prospective, c'est un art difficile qui est plutôt réservé aux spécialistes, donc il n'est pas certain que ce soit les acteurs qui soient les mieux placés pour anticiper la dynamique de leur secteur, surtout à 10 ans. Mais les acteurs ont quand même une vertu, ils prennent des décisions stratégiques. Et en général, ils prennent des décisions stratégiques sur la base des anticipations qu'ils font sur l'évolution de leur environnement. Donc, même si leur vision serait éventuellement erronée, dans la mesure où ça guide les stratégies des acteurs, eh bien, il y a une part de prophétie autorréalisatrice dans les prévisions des acteurs. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir où en est une filière dans la manière dont elle pense son avenir, et peut-être de confronter cette vision avec la réalité des dynamiques qui sont en cours. Alors je vais balayer un certain nombre de résultats, le rapport est assez copieux, je crois qu'il sera mis en ligne dès aujourd'hui sur le site d'Unifrance. Donc je vais me permettre de pouvoir simplement dresser les grands résultats de l'étude. Alors premier élément, c'est un élément de consensus très net. On est dans un microcosme qui a le sentiment de traverser une période de crise au sens étymologique, ce n'est pas un effondrement des résultats, simplement la conscience de vivre une transition d'un état vers un autre. Alors ça se voit à travers le premier résultat que vous voyez à l'écran. Nous demandez donc aux répondants de répondre à la question suivante. Selon vous, au cours des 10 prochaines années, quelle devrait être l'ampleur des changements que la filière du cinéma est appelée à connaître? Vous avez la possibilité de choisir entre 3 items. Prenez le dernier, vous voyez. Des changements d'une moindre ampleur que ceux que la filière a connus au cours des 10 dernières années, 6%. Donc ça veut dire qu'on a 94% des répondants qui s'anticipent une accélération des changements dans le secteur du cinéma. Entre parenthèses, ce que le secteur a connu au cours des 10 dernières années, c'était déjà pas une promenade de santé. Donc c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu dramatique dans ce 94%. Et vous remarquerez qu'au sein de ces 94%, nous avons 64% des répondants qui ont choisi des transformations radicales devant conduire à une redéfinition profonde des structures du secteur et des modèles économiques. C'est-à-dire en gros une révolution. Une révolution, c'est-à-dire un changement structurel d'état de fonctionnement du secteur. Donc, consensus confirmé par les entretiens semi-directifs, on a vraiment l'impression de vivre un épisode important dans l'histoire de cette industrie. Quels sont les moteurs de ces changements? Incontestablement, le point est mis sur l'impact du numérique. Donc on a demandé aux répondants de classer parmi la liste que vous voyez, 3 facteurs qui seraient les principaux responsables de l'accélération du changement dont il vient d'être question. Donc, regardez en particulier les 3 premiers. Je commencerai par le deuxième. Diffusion de nouveaux modèles économiques dans le secteur, SVOD, VOD, l'entrée dans la filière d'acteurs issus d'autres secteurs,
Et si je prends le premier, l'évolution de la réglementation, qui évidemment est conçue comme étant une adaptation aux deux facteurs qu'on vient de voir précédemment. Donc en gros, les principaux facteurs de changement dans le secteur du cinéma, ça vient du numérique, donc une vision très technologiste des mutations en cours. Donc là aussi, consensus. On vit une période de mutation profonde, et cette mutation profonde est drivée par le numérique qui impacte la filière en différents points. Voyez maintenant les visions d'avenir. Elles sont beaucoup moins nettes. En réalité, ce qu'on a observé, et qui nous a un peu surpris, c'est une difficulté collective à se projeter à l'horizon 2027. Alors nous avons déjà réalisé ce genre d'exercice sur d'autres professions, et je dois reconnaître que c'est la première fois que j'observe une telle difficulté à se projeter dans l'avenir. Et donc quand on force un peu le trait, quand on force les répondants à se prononcer, on obtient des visions d'avenir qui sont assez confuses, en réalité, avec une fâcheuse tendance, mais là qu'on trouve partout, à prolonger les courbes. Donc en fait, on observe des évolutions actuelles et on a tendance à les prolonger, sans faire preuve de beaucoup d'imagination, et avec au final la prévalence de visions optimistes. Je vais développer ce point tout à l'heure, mais en gros, on vit une période de chamboulement, mais finalement, ça ira. C'est assez bien résumé par le verbatim que vous trouvez ici, et qui a été déclaré lors d'un entretien semi-directif. Le paysage sera bouleversé, mais il y aura toujours des solutions, toujours. Je ne suis pas inquiet pour l'industrie du cinéma. Voilà qui résume assez bien la tonalité générale des résultats de l'étude. Alors voyons quels sont les points de cristallisation de cet optimisme dont fait preuve la filière. Alors premier point, bien, on anticipe un marché français du film qui ne devrait pas décroître. Vous avez ici les résultats. On demandait donc de se prononcer sur l'état du marché en 2027 par rapport à aujourd'hui, et vous voyez que 6% disent qu'on va avoir une forte croissance, et 31% une croissance modérée. Si j'ajoute à ça les 31% qui envisagent l'instabilité, vous voyez que ceux qui pensent que le marché va vivre un recul sont très minoritaires. Donc on est sur un marché qui est plutôt un marché porteur. De surcroît, la consommation en salle devrait se stabiliser à un niveau qui est haut. Là aussi, vous voyez, 52% pensent que le marché de la salle va se stabiliser, 25% qu'il va s'accroître, seulement 15% estiment que le marché de la salle va diminuer. Voilà. Donc on est sur un environnement plutôt porteur. Vous voyez qu'en fait, on ne fait que prolonger les courbes des années récentes. De surcroît, la mondialisation du secteur est perçue comme étant un facteur favorable, puisque 61% des répondants anticipent la croissance du marché mondial du film de cinéma. Alors, quels sont les facteurs qui vont pousser cette croissance au niveau mondial? Eh bien, deux facteurs principalement désignés par les répondants. D'une part, la mondialisation qui génère l'essor des pays émergents, donc très fortes attentes concernant la zone Asie, qui sera un des moteurs dans l'avenir de la croissance du marché, et puis aussi l'apparition de nouveaux modes de diffusion numérique. Donc non seulement un marché mondial qui s'ouvre, mais avec des nouveaux moyens d'abord de ces marchés, grâce précisément aux technologies du numérique. Et donc du coup, l'exportation, qui, je dois bien le dire, est conçue essentiellement comme un bonus par la plupart des acteurs qu'on a pu interroger, un petit supplément de recettes, désormais est identifiée comme pouvant être un moteur de croissance pour l'industrie française du cinéma. Donc, vous voyez, comment voyez-vous l'évolution du marché du film de cinéma français à l'exportation à l'horizon 2027 ? 49% des répondants estiment que ces débouchés vont être en croissance. Alors, 50. Après, vous pouvez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça veut dire que vous avez aussi la moitié des répondants qui sont dans une opinion un peu différente. Alors, ce potentiel à l'international qui semble s'ouvrir au cinéma français exige évidemment de pouvoir mobiliser les moyens modernes, je suis un peu paumé dans les papiers, c'est pas grave, notamment de passer par des plateformes. Alors, il y avait une idée qui avait été suggérée lors d'une étude précédente commanditée par Unifrance, de monter une plateforme pour promouvoir le cinéma français à l'étranger. On a demandé aux répondants si c'était une bonne idée d'attaquer le marché international à travers des plateformes. Et vous avez 59% des répondants qui disent oui. Il y a 24% qui disent non, et vous remarquerez qu'il y a un nombre important, 17% de répondants, qui n'ont pas d'opinion sur le sujet. Ensuite, quand on précise un petit peu la chose, est-ce que cette plateforme devrait être française ou européenne? Là, il y a consensus, ça devrait être une plateforme européenne. Ceci dit, nos entretiens semi-directifs ont plutôt fait rejaillir l'idée que c'est peut-être la fausse bonne idée par excellence, car aujourd'hui, se lancer sur une plateforme ad hoc, ex nihilo, partant de rien, alors que le marché des plateformes numériques est déjà très encombré par des entreprises très puissantes, serait certainement peu crédible.
Et il serait sans doute plus efficace d'envisager comment on peut collaborer avec les plateformes existantes plutôt qu'en créer une autre en parallèle. Donc cette idée du plateforme n'est pas accueillie très favorablement finalement quand on creuse un petit peu au-delà de la surface. Alors ceci dit, il y a quand même une urgence à exposer le cinéma français à l'étranger, notamment dans les plateformes. Et là, vous avez un très fort consensus autour de l'idée que le cinéma français n'est pas suffisamment visible actuellement sur les plateformes numériques. Vous avez donc 79% des répondants qui estiment qu'on ne les voit pas suffisamment. Mais, optimisme de nouveau, selon vous, à l'horizon 2027, la visibilité des films français sur les plateformes numériques internationales aurait-elle augmenté ou diminué? 50% estiment qu'on va avoir une augmentation de la visibilité. Donc vous voyez le paradoxe. Hein, donc, optimisme sur la potentialité d'un vrai débouché. On se dit on n'arrivera pas à créer nos propres plateformes, donc il faut passer sur les plateformes qui ont pignon sur rue. Là-dessus, on n'est pas très bon aujourd'hui, on n'est pas visible, mais ne vous inquiétez pas, demain, nous aurons gagné en visibilité. Alors, comment on peut expliquer ce paradoxe entre une clairvoyance concernant la profondeur des changements en cours et le relatif optimisme qui règne dans la filière? Là, je vous livre mon sentiment personnel de béotien qui débarque dans la filière. Je dirais, on a une très forte homogénéité culturelle à l'intérieur de ce secteur d'activité, quel que soit le niveau dans la filière, notamment une certaine conception de ce que doit être un film, de la place de l'auteur, de l'articulation entre l'offre et la demande. C'est plutôt un marché d'offres. Ensuite, on a un secteur qui est relativement prospère, à l'abri d'une régulation qui, à la fois, est bien huilée, et qui a trouvé un équilibre entre des intérêts contradictoires. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, il y a des positions dominantes qui sont fortement établies, et donc, c'est des facteurs qui favorisent le statu quo. Et puis, peut-être, surtout, très fort, c'est ressorti très nettement de tous nos entretiens, la croyance dans la capacité du cinéma français à surmonter les crises. Et on nous a dit que les crises, on en a vu d'autres. Hein. Rappelez-vous l'apparition de la télévision, le magnétoscope, Canal+, etc. Et à chaque fois, on avait dit le cinéma est mort, mais il a toujours rebondi. Voilà. Donc la question qui se pose, c'est évidemment, pourquoi la crise actuelle ferait-elle exception? Eh bien, les deux principaux arguments qu'on entend, c'est que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, 61% des répondants anticipent qu'on va être sur un marché mondial qui sera porteur, donc on est porté par la dynamique globale, et puis surtout, ne vous inquiétez pas, la salle est absolument irremplaçable, et c'est ça qui va permettre de conserver l'équilibre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici une sous-estimation du choc? C'est une hypothèse que je soumets à la discussion collective. En particulier, j'ai l'impression que ce qui est en train de se produire crée la déstabilisation de deux des piliers qui maintiennent toute la filière. Tout d'abord, il y a le recul de la capacité contributive de la télévision. Et là, paradoxe, clairvoyance des acteurs, puisque vous voyez que, je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais ils sont une majorité à estimer effectivement que télévision publique comme télévision privée, eh bien, on va s'acheminer vers une réduction de la capacité contributive de la télévision, dont on sait l'importance dans le financement du cinéma. Deuxièmement, est-ce qu'on ne sous-estime pas les menaces qui pèsent sur l'avenir des salles? Alors, c'est un débat ouvert, mais on se berce d'illusions, enfin, on se rassure en se disant la salle est un lieu d'expérience collective, c'est l'endroit où on a eu son premier flirt, etc. C'est très important dans un monde du virtuel de se retrouver dans la salle noire, etc. À côté de ça, malgré tout, les chiffres sur l'audience dont bénéficient les écrans, quel que soit l'écran, à la maison, le nombre de minutes passées devant les écrans ne cesse d'augmenter, l'offre sur les écrans devient pléthorique, le nombre de chaînes, les programmes sur les plateformes de téléchargement, ce que propose YouTube, etc. Enfin, l'offre d'images est devenue prolifique. Et le temps passé à regarder des images hors du cinéma ne cesse de croître, et ce qui n'a pas un moment, il va y avoir une tension sur le temps de cerveau disponible qui pourrait nuire à la fréquentation des salles. C'est une hypothèse. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un excès de confiance dans le format film de cinéma? Je parlais tout à l'heure de culture du secteur. Dans la culture du secteur, il y a une sacralisation du film de cinéma. C'est-à-dire non seulement qui sort en salle, mais qui a un format entre 1h30 et 3 heures. Quoi. Eh bien, paradoxe là aussi, quand on demande aux répondants en 2027 par rapport à aujourd'hui quels sont les formats qui vont se développer et ceux qui vont se contracter, là il y a une très forte clairvoyance, vous voyez qu'on est dans le bon endroit pour en parler, hein, arrive très largement en tête les séries. Les séries, ce qui a le vent en poupe, ça sera les séries. Si on regarde ensuite
les autres formes de diffusion des films, y compris les films de cinéma. Vous voyez qu'on est sur des anticipations globalement négatives. Donc on est quand même sur une communauté professionnelle qui est assez clairvoyante pour voir que la dynamique aujourd'hui, elle pousse du côté des séries et que cette croissance des séries nuit au cinéma et donc à la salle. Enfin, vous voyez que quand on combine tout ça, on voit bien que c'est le cœur institutionnel de la filière du cinéma qui est en train d'être menacé. Et ça se traduit très clairement par un ébranlement des sources de financement que les acteurs ont l'air de clairement percevoir. Quand on les interroge sur quelles sont les formes de financement qui vont progresser ou régresser à l'horizon 2027 par rapport à aujourd'hui, très clairement, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien que ce qui va se développer, 73% d'opinion favorable, c'est le financement ici des plateformes de SVOD. Qu'est-ce qui va reculer? Ben, les financements qui viennent de la télévision, dans une moindre mesure, les financements qui viennent de la salle. Donc très clairement, cette dynamique dont on est en train de parler est en train de changer l'équilibre financier de la filière du cinéma. Et donc derrière cet équilibre financier en mutation, change également l'équilibre des pouvoirs. Et là aussi, très forte clairvoyance. On demande ici aux répondants quels sont les acteurs aujourd'hui qui ont le pouvoir dans la filière du cinéma. Arrivent en tête les majors et les groupes audiovisuels. Vous voyez que ce n'est pas très consensuel, les chiffres ne sont pas très élevés. Mais quand on pose la même question en 2027, qui aura le pouvoir au sein de la filière du cinéma? Là, c'est beaucoup plus consensuel. Ce sont les géants du numérique. Ce sont les géants du numérique. Donc, cette évolution de la structure de financement s'accompagnera d'un changement dans la structure des relations de pouvoir. Et donc, n'oublions pas, mais je suis sûr que vous le savez, les géants du numérique ne font pas culturellement partie du microcosme. La France pèse peu dans leur activité, très peu, et le cinéma, pour la plupart d'entre eux, n'est qu'une activité secondaire. Leur business, il est ailleurs, le cinéma sert d'allié pour développer d'autres types d'activités. Donc, ils ne seront pas spontanément enclins à adopter les codes et les systèmes de valeurs qui caractérisent la filière du cinéma française. Du coup, est-ce que cette dynamique que les acteurs perçoivent très clairement est une menace ou une opportunité pour le cinéma français? Ben, les avis sont totalement partagés, ce qui est assez paradoxal. Philippe, pardon, il est 52. Je sais qu'en plus certains d'entre vous ont un train à prendre à 16h15. Oui. Soulever les enjeux, c'est très bien. Avoir le temps de les commenter, c'est pas mal aussi. Je suis d'accord. Je termine avec finalement une sorte de typologie des visions d'avenir qui résultent de l'étude. En fait, une vision qui domine très largement, qu'on va qualifier de vision conservatrice, qu'on peut résumer à travers la petite phrase, le petit verbatim que j'ai encadré. Il faut trouver le moyen de faire participer les nouveaux acteurs du numérique à notre système via des évolutions législatives. Donc en gros, notre système, il est formidable. On va faire en sorte que le monde en changement s'adapte à ce que nous sommes. Et la décision prise récemment par la Commission européenne va dans ce sens-là. On va faire rentrer le changement dans notre cadre, en quelque sorte. À côté de cette vision qui est largement dominante, on en trouve deux autres qui sont plus originales, mais très minoritaires. Une vision, disons, libérale, qui considère qu'on ne pourra pas tenir cette réglementation. Ce carcan qui a bien fonctionné va se fissurer et il va falloir introduire davantage de mécanismes de marché dans tout ça. Et donc, si on met davantage de mécanismes de marché, il va falloir apprendre à vendre. Donc, on va passer d'une économie du préfinancement à une économie de la vente, ce qui va changer beaucoup de choses dans le fonctionnement actuel du cinéma. Et une autre vision qui est une vision internationale, je dirais même mondiale, qui est de dire qu'il faut arrêter de raisonner franco-français. Le théâtre des opérations, désormais, c'est le monde. Mais ça impose aussi de penser nos produits, en particulier, différemment, de penser des produits cinématographiques pour le monde entier, en passant outre la distinction entre films de cinéma et produits audiovisuels, puisque finalement, sur un marché mondial, cette distinction n'a pas beaucoup de sens. Voilà, tout ça pour vous dire, je conclus brutalement, en vous disant que on est sur un microcosme qui est consensuel dans ses représentations du présent, mais très mal à l'aise dans sa projection à 10 ans, et qui est marqué manifestement par une très forte inertie culturelle et institutionnelle, très attachée au statu quo, qui a été difficile à établir, et qui bride aujourd'hui l'adaptation au nouveau business model imposé par le numérique. Je crois que ça nous a fait perdre beaucoup de temps. On aurait pu éviter la montée de position dominante d'acteurs extérieurs au secteur si les décisions avaient été prises plus tôt. Aujourd'hui, c'est sans doute trop tard. On est donc confronté à une filière qui est en train de vivre un basculement d'un régime de croissance à un autre, changement dans les modèles de consommation, changement dans les circuits de financement, entrée de nouveaux acteurs avec une rationalité totalement différente. Et donc, tout ça suscite des enjeux et des incertitudes majeures. Est-ce que la culture sectorielle aura assez de plasticité pour permettre de répondre
à ce nouveau contexte, et notamment à l'évolution de la demande nationale et mondiale? C'est pas sûr. Est-ce que la cohésion de la filière pourra résister aux divergences d'intérêts qu'induit la dynamique en cours? Ça se voit très clairement sur la question de la chronologie des médias, où le consensus est en train de se fissurer, chacun ayant envie de récupérer ses billes dans un contexte très différent. Et enfin, la régulation actuelle pourra-t-elle résister à la montée en puissance de nouveaux acteurs? C'est la question clé, donc avec une hypothèse qu'on ne peut pas exclure, d'une fissure croissante, voire d'une fracture au sein d'un système de régulation qui avait tenu ensemble des éléments qui finalement auraient très envie de reprendre leur autonomie. Merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'on peut revenir 2 slides en arrière à la slide de confrontation des visions conservatrices des 2 autres, pour demander, peut-être en commençant à Isabelle Giordano, voilà, de ces 3 visions, de tous les constats qui les supportent, comment la commanditaire de l'étude et la patronne de la promotion du cinéma français à l'étranger réagit? J'aimerais insister sur le fait que cette étude est vraiment passionnante. Je voudrais remercier Philippe Moati, sous ses airs sages de professeur universitaire. Je trouve qu'en fait, ce qu'il nous présente, c'est une petite bombe qui a le mérite de mettre le doigt pile sur les enjeux actuels, mettre le doigt également sur ce qui se préfigure pour les 10 ans à venir, et puis parfois, on l'a entendu, mettre le doigt aussi sur ce qui fait mal par rapport aux interrogations que nous avons à Unifrance, qui sont celles des professionnels. Ça a le mérite de présenter de manière extrêmement claire cette capacité d'adaptation que nous avons, ou que parfois nous avons peut-être trop peu, pour essayer vraiment de prendre la marche du monde. Et peut-être en les hiérarchisant entre, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup d'enjeux qui ont été soulevés, la place de la salle, l'enjeu de l'international, la collaboration avec les plateformes, la concurrence d'autres genres de programmes et la série en particulier. Enfin, s'il faut les hiérarchiser, ou les prioriser et éventuellement les ordonner dans le traitement à leur appliquer. Je pense qu'il faut tout envisager, c'est l'intérêt de cette étude, c'est que justement il faut pratiquer une sorte de mise à plat de tous ces enjeux. Peut-être que les aspects de régulation font partie des plus intéressants parce que nous sommes un peu dans la partie institutionnelle, mais en même temps nous sommes très proches des acteurs privés et c'est eux que j'ai envie d'entendre, surtout aujourd'hui, c'est de voir comment eux qui sont sur le terrain voilà, réagissent par rapport à ce monde qui est en marche, où tout s'accélère, où tout va de plus en plus vite, et où parfois, franchement, quand on voyage, on a l'impression qu'en France, ça va même de plus en plus lentement. Alors, puisque vous y invitez, peut-être David Kessler, je vais juste faire du cherry picking dans ce qui a été soulevé sur la concurrence des différents genres de programmes. Il se trouve qu'Orange Studio a annoncé qu'il faisait du cinéma, mais qu'il allait aussi faire de la série. Est-ce que c'est une illustration? C'est une illustration du fait... Sommes assez maniaque que la série est devenue aussi un élément important. Après, la question qui a été posée dans l'étude, c'est est-ce que ça rend obsolète ou non le cinéma? Ma conviction est que non, et qu'il reste une expérience cinématographique qui est singulière et qu'il n'y a pas de raison pour laquelle une expérience qui consiste pendant une durée limitée à voir ou à raconter une histoire d'une manière spécifique, plutôt que de la faire vivre, disparaissent l'une au profit de l'autre. Après, je trouve que dans l'étude, il y a effectivement à la fois des certitudes et des questions. Et quand on se place au niveau prospectif de 10 ans, on a quelques certitudes, et puis on a effectivement, vous avez raison, beaucoup d'interrogations, et on voit bien à travers votre étude à quel point les gens que vous avez interrogés sont dans l'interrogation. Les quelques certitudes, vous l'avez dit, c'est évidemment la numérisation. La numérisation, c'est un processus qui a commencé déjà il y a longtemps. Moi, j'étais il y a quelques années directeur du CNC. On n'en était pas encore à la numérisation des salles. Et les salles se sont numérisées à une vitesse extrêmement rapide. Il fut un temps où la seule partie du numérique, c'était la post-production. Aujourd'hui, toute la chaîne du cinéma est numérisée. Et maintenant, c'est la numérisation de la diffusion. Donc, on voit bien à quel point, effectivement, c'est un mouvement de fond qui entraîne et qui a des conséquences. La deuxième certitude, c'est la progression des plateformes SVOD, progression spectaculaire, manifeste depuis quelques années, avec quelques géants. Et on en connaît ici évidemment bien un ou deux, et d'autres plus locaux qui existent aussi. Il y a des plateformes qui se lancent dans un certain nombre de territoires ou de zones, et qui viennent modifier, bouleverser la règle du jeu. La troisième certitude, me semble-t-il, c'est
effectivement qu'il y a des financements traditionnels qui ont tendance à baisser pour des questions de revenus, pour des questions de... parce que tout simplement notre système est fondé sur un chiffre d'affaires et que certains acteurs voient leur chiffre d'affaires baisser. On pense évidemment aux chaînes, et notamment aux chaînes en clair, mais on peut penser aussi à tout ce qui est DVD, VOD, à la part que ça représentait dans le préfinancement d'un film il y a encore 10 ou 15 ans, et à la part que ça représente aujourd'hui. Donc il y a des phénomènes de baisse, et puis on voit apparaître de nouveaux acteurs. Et donc la question, et je terminerai là-dessus, de savoir si à la fin des fins on doit être optimiste ou pessimiste est une question évidemment de conviction personnelle. La vision la plus optimiste, c'est celle qu'on entend parfois depuis quelques jours, qui consiste à dire, ben voilà, tout s'est arrangé à Bruxelles, on va avoir une directive SMA formidable, après on mettra ça en musique dans notre texte réglementaire, et les plateformes contribueront, et donc finalement, ben comme il va se passer ce qui s'est passé toujours, c'est-à-dire les nouveaux entrants vont contribuer à due proportion de leur chiffre d'affaires. La vision un tout petit peu plus pessimiste, c'est que ça ne sera pas si facile que ça, pas si facile que de leur imposer, et qu'il y aura peut-être de part et d'autre des concessions à faire. Dans les visions qui sont présentées, personnellement, je ne suis pas convaincu par la pérennisation absolue du modèle. Je pense qu'il y aura des adaptations qui seront absolument nécessaires et indispensables, mais je ne pense pas pour autant ni que la salle soit morte, ni que le cinéma soit mort, mais je pense qu'un des défis, au-delà de toutes les questions économiques et de toutes les questions de prospective, c'est aussi un défi collectif qui est lancé à tous, producteurs, créateurs, réalisateurs, comment faire pour rendre le cinéma enviable à nouveau, dans un univers où effectivement il y a d'autres formes de concurrence et où il ne s'impose pas de lui-même. Il doit trouver des formes d'envie, pour susciter l'envie. Une petite question un peu de saison, si on regarde 1000 km au sud, qui peut paraître anecdotique, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qui fait cinéma? C'est le support ou c'est la forme de la narration? Qu'est-ce qui fait, pardon? Qu'est-ce qui fait cinéma? Est-ce que c'est l'endroit où on le voit, pour le dire différemment, ou est-ce que c'est la façon de raconter, comme tu l'as dit, en une fois? Ah ben c'est effectivement un débat dans notre pays. Dans notre pays, depuis toujours, ce qui a fait cinéma, c'est le support. Mais beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que ce qui fait le cinéma, c'est la forme, c'est la durée, c'est l'unicité de l'œuvre. Voilà. Donc ça, c'est un débat à venir. Accessoirement, je me permets de verser à la discussion pour rebondir sur ce que tu dis. Ma société analyse régulièrement les catalogues des différents offreurs de SVOD. Quand on regarde ceux de Netflix et de Amazon en France, plus de la moitié pour l'un, à peu près la moitié pour l'autre, est composée de films qui ne sont pas sortis en salle, donc qui sont des films hors chronologie des médias. Je ferme la parenthèse. Des créations originales ou des TV. Ce qu'on voit de toute façon, c'est que la masse mondiale, et française également, des œuvres de durée limitée produites qui n'ont pas vocation à être sérielles, est telle qu'elles ne peuvent pas toutes sortir en salle. Ça, c'est la réalité matérielle à laquelle on est confronté. Après, il y a des réalités économiques qui font que certaines œuvres ne peuvent pas sortir, mais déjà, en termes quantitatifs aujourd'hui, il y a dans beaucoup de pays des œuvres qui n'ont pas vocation, qui ne peuvent pas sortir en salle. J'ai une question, pardon. On est un an après le scandale Okja à Cannes. Les questions ont été posées et on revoit un an après. Votre étude dit que les gens du cinéma n'ont toujours pas compris. Toujours pas. Alors ils imaginent qu'effectivement ça va changer, mais toujours pas. Et qu'il faut remettre Netflix dans une chronologie des médias et dans une exception culturelle française ou voire européenne. Est-ce que ça va durer longtemps, cette espèce de stratégie de l'autruche? Juste un mot. Remettre Netflix dans une chronologie des médias, aujourd'hui, ça n'a aucun sens parce que Netflix ne demande pas à y être. Ah, voilà. Donc, non, mais c'est ça, passer son temps à s'interroger pour savoir... Il y a des gens qui adorent passer leur temps à s'interroger pour savoir où on met Netflix dans la chronologie des médias. Mais la réponse de Reed Hastings, encore récemment, il sera là demain, on lui posera la question, elle a été très claire. Nous, on ne veut pas sortir nos films en salle. Donc, ils sont hors chronologie. Et donc, la question de leur place dans la chronologie, c'est vraiment de la
de la spéculation pour ceux qui imaginent qu'un jour, peut-être qu'un jour... Il y a eu un changement majeur et on voit dans l'étude que les professionnels du cinéma n'ont toujours pas intégré ce changement. Donc on va continuer à avoir des études comme ça en disant... ça. Peut-être Émilie, pour réagir sur... Oui, sur ce point-là, oui, toute la question est vraiment celle de l'œuvre de cinéma. Qu'est-ce qu'une œuvre de cinéma ? C'est vraiment la question centrale. La question centrale à la fois pour les institutions, pour les professionnels du cinéma. Et de cela découlera les modes d'exploitation de cette œuvre de cinéma. Je ne crois pas que Netflix ait l'intention effectivement de s'adapter au régime français. Je ne crois pas que leur intention soit celle-ci. Donc effectivement, quelle place donne-t-on à ces œuvres unitaires qui sont produites pour une plateforme qui n'est pas un exploitant de salles cinéma, qui sont régulièrement des projets à haute valeur culturelle, avec tous les éléments donnés d'une œuvre de cinéma classique, mais qui ne seront pas exploités en salle. Qu'en fait-on ? Je n'ai pas la réponse à ça, je ne peux pas vous la donner aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que, en tant que spectateur, je l'identifie plus à une œuvre de cinéma qu'à une œuvre de fiction de mon côté. Voilà, le fait de se poser la question de qu'est-ce que Netflix va faire, je pense que ce n'est pas la bonne question qu'il faut se poser. La question était qu'est-ce que le monde du cinéma va faire. Voilà, parce que Netflix, parce qu'ils ont été très clairs. Ils s'en foutent. Voilà. Le monde français du cinéma. Oui. Peut-être pour compléter, dans deux directions, l'une sur la pédagogie peut-être à avoir vers les professionnels. Dans une précédente journée de colloque, il y avait une comédienne sur scène, je veux dire, qui disait à un moment, moi, ça me fait pas la même chose qu'on me dise que mon film a fait X milliers d'entrées, ou de savoir qu'il a été visionné X milliers de fois en SVOD. Autrement dit, il y a encore une espèce d'attachement presque religieux. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des producteurs, des distributeurs, etc., là aussi, à dédramatiser, entre guillemets, on peut être du cinéma sans être sorti en salle. Et puis le deuxième aspect qui va un peu dans le même sens, autrefois, il y a 4-5 ans, on expliquait que le problème était un problème de distribution. On produisait trop par rapport aux capacités de distribution, il y avait un engorgement, les films restaient 2 semaines en salle, et après, et là maintenant on est passé un cran plus loin, c'est-à-dire que certains délibérément squeezent ce créneau. Donc est-ce qu'il n'est pas urgent d'arriver encore une fois à la conclusion, qui rejoint ce que disait Enguerrand, qu'on peut faire du cinéma sans forcément être projeté dans une salle? Ah, c'est très bien, Nicolas, prenez la parole, comme ça la parole continue à tourner d'elle-même et c'est formidable. Oui, je pense que l'expérience de cinéma est une expérience qui va continuer et qu'elle est tout à fait souhaitable et qu'on est tous là pour l'encourager. Maintenant, on le voit, la consommation, vous l'avez dit, la consommation du nombre d'heures ne cesse de croître sur d'autres supports que celle de la salle et notamment celle de cinéma. Ce qui est plutôt une bonne chose. Sans pénaliser la salle d'ailleurs, qui en termes de fréquentation est à des plus hauts partout. Oui, exactement. Donc, comment faire cohabiter ces deux mondes qui semblent être plutôt une période de transition favorable. On consomme plus de cinéma. Donc c'est plutôt une bonne chose. On ne va pas s'en plaindre. Au contraire, je pense qu'on est là tous ensemble pour essayer de réfléchir à comment améliorer le cadre qui permette de multiplier les modes d'expérimentation de ce cinéma. Alors, en refusant l'accès à un festival majeur comme celui de Cannes d'œuvres de cinéma individuelles, ou en tout cas de ce que je perçois comme une œuvre de cinéma individuelle, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en danger la filière de manière générale ? Bon, voilà, c'est une question ouverte, je n'ai pas réponse à ça. En tant que représentante d'œuvres de cinéma, on fait ce travail permanent d'expliquer donc aux réalisateurs et aux équipes de films qu'il y a deux options possibles,
parfois, il y a deux options, hein, il faut être clair aussi. Parfois, il n'y a pas deux options. Parfois, seule la salle est la voie possible. Parfois, seule la voie numérique est la voie possible pour certains films. Mais en tout cas, pour ceux qui ont la double possibilité des modes d'exploitation, il faut toujours, notre rôle à nous en tant qu'exportateurs, en tout cas là je vais prendre ma casquette d'exportatrice, c'est de savoir quelle destination finale aura l'œuvre et de quelle manière elle sera reçue par le plus de monde possible, et aussi générer le plus de profit possible, bien sûr. Et ça c'est un rôle pour nous exportateurs, enfin un poids plus exactement, qui nous a été renvoyé ces dernières années de plus en plus fortement. On est là pour savoir à l'avance s'il vaut mieux qu'un film soit exploité dans une chronologie des médias et dans l'intégralité des supports, ou uniquement dans une voie numérique la plus vite possible, parce qu'on sait que le film n'aura pas la même durée d'exploitation. Avec un petit facteur de biais quand même, c'est que le film qui n'est pas sorti en salle, ça conditionne une partie de son financement amont, donc y compris à la fin. D'où les sorties techniques, vous avez mis deux pôles, il y en a un au milieu qui est juste le film qui sort sur 2 copies pendant une semaine. Est-ce que du coup, il ne faut pas repenser aussi un peu en amont la façon dont le soutien est apporté à la prod, de manière au moins à clarifier un peu le paysage. Tout à l'heure, Christophe Tardieu sera là, donc il pourra peut-être commenter. Oui, je pense que ça fait partie des réflexions qu'il faut mener, oui, sur comment accompagne-t-on, on le disait brièvement, mais tu vas peut-être parler de ça, Nicolas, comment parle-t-on de diversité? Comment on encourage cette diversité dans ce nouveau paysage? Que dire à part cela? Donc oui, en expliquant ces deux modes d'exploitation, on explique forcément à toutes les équipes artistiques quels sont les enjeux. La bataille centrale, comme on vient de le dire, sur la salle, il y a des entrées, on les mesure. Sur les opérateurs, sur la plupart des opérateurs, la SVOD, c'est un forfait. Comment peut-on pousser tous ensemble dans le monde entier pour que ce ne soit plus un forfait, qu'on obtienne des montants qui soient variables en fonction du nombre de consommateurs finaux? Voilà, c'est peut-être probablement j'ai envie de le souligner, un des champs de bataille des années à venir, et qui nécessiterait une petite mobilisation de la profession française. On comprend que les questions de transparence dans la filière producteurs-distributeurs ont beaucoup occupé, etc. Mais je pense que le sujet aujourd'hui de la transparence de la consommation en SVOD est un sujet à peu près encore totalement vierge. Pas très loin. Voilà. Nicolas Brigot-Robert, avec un micro. Oui, j'ai pris le micro un peu de façon intempestive parce que j'avais envie de réagir sur la question sur qu'est-ce que le cinéma que vous posiez, et à laquelle David a en partie, selon moi, répondu, parce que vous l'avez pris un peu par surprise. Mais j'aimerais revenir là-dessus, parce que c'est vrai que si on regarde la question, quel est l'avenir, est-ce que le cinéma français est prêt par la révolution digitale? Il y a le mot français, sur lequel on ne s'est pas étendu, mais il y a le mot cinéma, sur lequel j'aimerais revenir, avant de peut-être aussi de répondre à votre question sur le rapport, pour prolonger ce que disait Émilie, le rapport des talents à cette transformation. Puisque dans votre étude, vous avez fait parler les professionnels, pas les artistes, et en tant qu'exportateur et coproducteur, on travaille avec, donc aussi, on se pose la question, comme le disait Émilie, il faut convaincre aussi parfois les talents, ou en tout cas les éclairer sur quel est leur avenir. Et ça participe donc de l'avenir du cinéma français à l'ère digitale. Donc sur la question de qu'est-ce que le cinéma, c'est une question très française, mais c'est très français et c'est important parce que tout notre système encadré d'autorégulation en dépend. Et tant qu'on n'y a pas vraiment répondu, on contourne et on prend des initiatives parfois peut-être malheureuses, comme celle du Festival de Cannes, je ne sais pas, mais en tout cas, on improvise. Et en fait, le cinéma, la définition du cinéma, qu'est-ce que le cinéma a? J'y vois les 4 éléments. La première chose, c'est effectivement l'expérience spectatorielle. Je ne sais pas comment vont traduire
les interprètes, l'expérience spectatorielle, donc c'est le fait de voir le film dans une salle, c'est un support de diffusion qui a été très longtemps le chimique, le film, c'est également une esthétique, on l'a dit, c'est une unité, une histoire racontée en, mettons, 2 heures de temps, et c'est aussi en France particulièrement un modèle économique avec un système de préfinancement et un encadrement public avec différents dispositifs très complexes, avec une dizaine de lignes au financement des films en France. C'est ça le cinéma aujourd'hui en France. Et ça, c'est une définition qui a, quel que soit lequel de ces 4 éléments vous prenez, a craqué progressivement, sans que ne soit actualisé le dispositif d'encadrement autorégulé qui permettait, bon an, mal an, de produire 250 à 300 films par an. Alors que la question, et en laissant toujours en suspens, cette redéfinition urgente de qu'est-ce que le cinéma. Et ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, comme professionnels, et pour répondre à votre question, c'est de se demander, mais alors c'est quoi le cinéma? Ça nous permettra, une fois qu'on a répondu à cette question, de réfléchir à la question de le réglementaire, et je pense que ça remettra au centre, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention le directeur général de la SSR, ça remet au centre la question de la politique culturelle, parce qu'à partir du moment où on fait craquer cette définition de qu'est-ce que le cinéma, à partir du moment où on fait sauter cet encadrement tel qu'il existe aujourd'hui, on va être obligé de se reposer la question de qu'est-ce que le cinéma qui mérite, lui, d'exister autrement que dans les simples règles du marché, dans la vision libérale que vous décriviez. Donc, ça va être, je pense que l'avenir du cinéma à l'export, l'export, je parlais pro bono, l'avenir des révolutions digitales, bien sûr, dépendra de l'export. Bien sûr, il faudra rénover notre manière de financer cette nouvelle forme, quelle qu'elle soit, de cinéma, mais demandera aussi, collectivement, en France, de se reposer la question d'une politique culturelle, et pas seulement, je dirais, au service d'un clientélisme tel qu'il a existé, mais au service d'un nouvel encadrement avec des questions fondamentales de qu'est-ce que, ce que tu disais, qu'est-ce que la diversité, qu'est-ce que mérite, qu'est-ce qui est dans l'intérêt général. Et je crois repartir d'une feuille blanche, il faut repartir de... je pense qu'il faut redéfinir... Et on reconstruit à partir de là. On en a bien peur. Je pense que ça, en tout cas, on va se voir se reposer la question de la politique culturelle qu'on avait réussi, par un mécanisme très astucieux, que l'État avait réussi à mettre en dehors de sa responsabilité, en la confiant à un mécanisme autorégulé, encadré, mais autorégulé, et aux mains des professionnels eux-mêmes. Je pense que cette période-là est révolue. Pour ce que dit Nicolas sur ce dernier point, c'est une espèce de mélange entre les pouvoirs publics et les professionnels, parce que le CNC, qui est quand même l'organisme régulateur, c'est un organisme qui est un joli mélange, peu compris des autres, mais qui fonctionne effectivement plutôt pas mal depuis un certain nombre d'années. Mais je partage tout à fait l'idée qu'il y a des réflexions à avoir. Je voudrais juste rajouter peut-être 2 choses parce qu'il ne faut pas non plus donner le sentiment de se flageller en permanence. Il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est un mot qui n'a pas encore été prononcé mais qui est consubstantiel au cinéma français, c'est quand même l'idée de diversité. Et la diversité, elle ne touche pas simplement la production, elle touche aussi la salle. Et je crois que ça, c'est le 2e point important. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit, je l'ai dit moi-même, la question doit se reposer aujourd'hui, mais que l'expérience cinématographique dans sa variété puisse être aussi faire l'objet d'une expérience en salle est un élément qui reste aujourd'hui un élément fondamental. Je vous donne juste un exemple, puis je termine là, mais j'ai lu hier qu'en Corée, qui dans longtemps, vous saviez, avait des quotas par écran pour préserver leurs œuvres, puis qu'ils les ont progressivement abandonnés, 98% des spectateurs sont allés voir Avengers. Et tout à coup, les professionnels coréens et un certain nombre de membres du gouvernement coréen se sont dit, est-ce qu'il ne faut pas réinstaurer un mécanisme de diversification? C'est, je crois, le plus grand risque qu'on court quand même, c'est celui de l'uniformité culturelle, et c'est aussi un des objectifs qu'il faut défendre, celui de la diversité culturelle. C'est-à-dire que tu avais 90 des écrans, 10% des écrans aussi qui étaient consacrés à Avengers? Je n'ai pas tous les détails, mais enfin, c'est quand même impressionnant de voir que, même en France, où c'est un succès considérable, on n'est pas du tout dans ces chiffres-là. Est-ce que je peux me permettre de poser une question un peu mal élevée, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un vrai sujet de maturité? Parce que là, on parle, donc cette étude est passionnante, elle soulève des tas d'enjeux,
et en même temps, je pense qu'on s'apprête tous l'an prochain à souffler le 10e anniversaire de l'accord sur la chronologie de 2009, parce que j'ai un peu de mal à voir comment la fumée blanche pourrait souffler d'elle-même, en tout cas d'ici là. Il n'y a pas un problème de maturité de la filière ? La maturité de quelle partie de la filière ? On va dire de maturité collective, ou alors, si vous avez des idées plus précises, allons-y. Non, parce que vous voyez, je parlais des talents. J'ai fait l'expérience heureuse de vendre Divine à Netflix. C'était au Festival de Cannes il y a 2 ans maintenant, ça va faire 3e festival, et ça a suscité une assez forte polémique. Eh bien, la polémique, elle n'a pas été, en fait, on aurait pu croire qu'elle viendrait du producteur lui-même, de la réalisatrice, des comédiens. Pas du tout. On a en fait assisté, j'ai été surpris moi-même, j'avoue, par une très grande maturité. C'est-à-dire que la réalisatrice, qui était son premier film, donc, dont elle avait rêvé sans doute très longtemps, et elle l'imaginait en salle partout dans le monde, avec des queues et des jeunes japonaises qui allaient voir le film, et on lui a expliqué, ben non, que ça serait sur Netflix. J'avais un peu peur, et pas du tout. Elle a dit, bon, bah alors, est-ce qu'on a déjà une vente japonaise ? On dit, bah non, on n'a pas de vente japonaise. Bon. Est-ce qu'on a une vente... Non, on lui a fait la liste des ventes que nous avions, qui était minime. Le film allait sortir finalement nulle part. Et quand on lui a dit, bah voilà, en revanche, on a Netflix qui croit beaucoup, qui est hyper enthousiaste, et eux, ils adorent. Et d'ailleurs, ils veulent te rencontrer, ils veulent que le film sorte partout, ils veulent que ça soit sur leur homepage, machin, etc. Eh bien, elle a fait preuve d'une très grande maturité. Je lui rends hommage à nouveau, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'ai été très, très, très agréablement surpris par le côté constructif de l'approche des talents, qui a été bien plus positive que les réactions du CNC et des lettres comminatoires que j'ai reçues par la suite, dont j'ai déjà parlé à David. Je reviendrai, David, question. Vous parliez de la diversité, qui est effectivement un sujet extrêmement important, et on le voit, enfin, ou du moins dans les films que Amazon et que Netflix ont financés, c'est des films dits de la diversité, c'est beaucoup de films d'auteurs, Okja, et qui s'opposent à des géants du cinéma comme Disney, qui fait effectivement quasiment toujours le même film, Avengers 1, 2, 3, 4, 5, on doit être au 10e. Donc est-ce que l'idée de la diversité ne provient pas, est-ce qu'ils ne sont pas, eux, des grands défenseurs de la diversité? Alors, moi, je suis à la fois partiellement d'accord avec cette idée, mais et si on se projette à 10 ans, je demande à voir. Je veux dire par là, c'est vrai qu'un des éléments tout à fait exceptionnels et extraordinaires de ces plateformes mondiales, c'est tout de même l'accès que nous avons, que chacun a à des œuvres produites dans le monde entier. Ça fait des années que dans des débats comme ça, on se pose la question de la circulation des œuvres. La circulation des œuvres est une réalité. Aujourd'hui, on peut voir une série israélienne, une série brésilienne. J'en ai vu une récemment sur la corruption au Brésil, qui a fait beaucoup, d'ailleurs, de scandales au Brésil même. Casa del Pepe est une série espagnole un peu inconnue, qui tout à coup a connu un triomphe sur Netflix. Donc, vous avez raison, Netflix ou Amazon, ce sont des plateformes qui encouragent une certaine forme de diversité, en tout cas une circulation, qui réapprennent probablement aussi, pour une part, c'est ce que disent beaucoup de producteurs, à regarder une œuvre au moins partiellement dans sa langue originale, puisque souvent elles sont en double langue ou triple langue, chacun parlant la sienne. Donc il y a des éléments tout à fait positifs. Après, j'ai toujours une certaine réserve à laisser complètement la diversité entre les mains des autres. Je veux dire par là même que, puisque, comme ça a été dit il y a un instant, on ne connaît pas du tout les chiffres, on est dans une boîte totalement noire sur le succès. Qu'est-ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, si certaines séries ne marchent pas du tout, si certains films ne marchent pas du tout? Ce qui a été acheté il y a 2 ans ou il y a 3 ans, continuera-t-il à l'être? On voit déjà qu'il y a des changements dans les politiques d'achat. Et est-ce que la même diversité sera à l'œuvre dans 10 ans? Je n'en sais rien. Autrement dit, je pense qu'un des éléments positifs de notre système, encore une fois, je ne suis pas un laudateur sans réserve de notre système, loin de là, mais un des éléments positifs, c'est d'avoir une politique volontariste, active de diversité,
Moi, j'étais très intéressé par ce que disait le patron de la télé publique suisse, parce que je trouve que c'est un élément trop positif. Les télévisions publiques jouent un rôle majeur dans ce travail de la diversité. Vous avez vu l'accord que viennent de passer les télévisions publiques scandinaves pour produire un certain nombre de séries et prendre en charge elles-mêmes des séries scandinaves, par différence avec Netflix qui en fait aussi. Donc, je dis, ne laissons pas simplement la diversité complètement partir à d'autres, et soyons aussi les acteurs de notre propre diversité en œuvre cinématographique et en œuvre de série. Mais ça se joue à quel endroit? Pardon, Isabelle. Non, j'ajouterais juste un petit élément, c'est que la question, c'est pas pour ou contre Netflix. On sait bien que voilà, c'est pas ça la question. C'est comment on travaille avec les plateformes, comment on travaille avec Netflix. Aujourd'hui, si on est exportateur, est-ce qu'on se dit que nos films se vendent de moins en moins bien ou pas? Est-ce qu'on se dit qu'on a envie peut-être de faire des coproductions avec des plateformes? Si on est aujourd'hui un producteur, si on a envie de faire un film avec effectivement une de ces grandes plateformes, est-ce qu'on peut être soutenu par le CNC? Est-ce qu'il faut continuer de chercher des financements dans les télévisions publiques? Voilà, c'est toutes ces questions qui sont à mon avis sous-jacentes dans l'étude et qu'il faut aujourd'hui, puisqu'on parle d'adaptation à un nouveau monde, c'est aujourd'hui qu'il faut poser ces questions avant que ces questions nous rattrapent et provoquent un véritable Big Bang. Et peut-être du coup, pour prolonger, et ça fera presque trait d'union avec la table ronde suivante, mais donc la Commission européenne considère s'être, enfin, d'une certaine manière, avoir réglé le sujet de l'exposition à travers le quota de 30% qui s'imposera aux plateformes SVOD. Donc, ce qui est une forme de défense de la diversité. Pour le reste de ce que tu disais, David, le côté préservation de la diversité, c'est quoi? C'est au niveau du financement de la production, c'est au niveau des obligations des chaînes, sauf que les chaînes sont de moins en moins motrices dans le financement. C'est aussi ce qui ressortait de l'étude. Est-ce que c'est par une action vers les exploitants et la défense des cinémas d'art et d'essai, par exemple? Est-ce que, enfin, voilà, où est-ce que ça se défend, la diversité? Où est-ce que ça se joue? Je pense que ça se défend, mais ça se défend à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits. D'abord, parce qu'on a la chance quand même en France d'avoir un tissu de producteurs et de distributeurs et de professionnels qui sont attachés, qui vont chercher des films étrangers. Alors c'est plus difficile aujourd'hui qu'hier, hein, mais la diversité, c'est quand même la réalité de notre production. Le deuxième élément, moi je suis très convaincu que le service public en général, je pense à Arte et je pense aux chaînes de France Télévisions, joue un rôle majeur dedans, je suis d'accord, c'est pas M6 et TF1 à qui on va demander d'être les apôtres de la diversité pour autant qu'ils puissent continuer à financer les films, mais par contre qu'on puisse le demander au service public, ce que disait tout à l'heure notre interlocuteur, et Arte bien sûr, c'est une évidence. Donc je pense que ça se joue à différents niveaux, et puis je ne crois pas, et puis évidemment chez les exploitants aussi, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas une politique de saturation de l'offre uniquement par des blockbusters est un élément important de l'exploitation. Après, je ne pense pas, ou je ne suis pas sûr, et d'ailleurs l'histoire ne le montre pas, que la diversité soit forcément... enfin que seuls quelques films blockbusters soient ceux qui vont... Évidemment que ce sont eux qui vont avoir les plus gros succès, mais après on voit chaque année un certain nombre de films issus de cette diversité de fabrication qui arrivent à crever l'écran. Et c'est une bonne chose. Voilà. Donc je pense que ça se défend. Voilà. Il faut se battre pour. Il faut continuer à se battre pour. Mais tout ça dans un contexte, et pour revenir à votre propos, qui a évidemment profondément changé, totalement changé. Et tout ce qui a été dit ici sur le fait qu'il faille repenser les choses, qu'il faille les penser autrement, qu'il faille réfléchir d'une façon différente à tout ce qu'on a fait, ça, moi, j'en suis profondément convaincu. Et je pense que de ce point de vue-là, on a perdu un peu de temps. Et si je peux me permettre une opinion hétérodoxe et personnelle, et totalement personnelle, je ne suis pas sûr qu'il aurait fallu commencer par la chronologie des médias. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier sujet sur la table. Mais ça, c'est une opinion purement personnelle. Peut-être on peut faire un dernier tour de parole parce qu'il va être bientôt l'heure de vous libérer pour vos trains respectifs ou vos obligations respectives.
dans la veine ou dans la suite de ce que disait David à l'instant, sur ce qu'il conviendrait de faire aujourd'hui, et en tout cas les priorités, pas les priorités. Les priorités. Tu veux les priorités. Je pense qu'on a ici, enfin, en tout cas en tant qu'exportateur de films très divers, une de nos priorités est de maintenir cette diversité. Trouver les moyens de maintenir cette diversité, ça signifie pour nous, en tant qu'exportateurs, de travailler avec tout le monde, avec des producteurs indépendants, avec des plateformes, avec des chaînes de télévision, avec des distributeurs indépendants. La force, elle réside dans notre engagement à tenir cette diversité aussi. Pour le moment, c'est une initiative privée, individuelle. Alors, effectivement, je ne peux qu'encourager le mécanisme public à nous inciter plus à participer à cet effort de réforme. Voilà, Et concrètement, David disait qu'il ne fallait peut-être pas commencer par la chronologie des médias, et je me garderai de donner mon avis, mais il faudrait, donc si ce n'est pas par ça qu'il fallait commencer, il faudrait commencer par quoi? La définition d'une œuvre de cinéma. D'accord, donc là-dessus, vous êtes totalement en phase. Totalement, absolument, c'est le constat très clair de... Et pendant ce temps-là, on fait quoi pendant qu'on redéfinit? Parce que c'est comme dans les boutiques, pendant les travaux, la vente continue, on continue à distribuer des aides, on fait comment? On gère comment la période intermédiaire entre l'avant et le nouveau mécanisme? Aïe, aïe, aïe. Je dois répondre à ça. Je vais aider Émilie. D'abord, moi, je confierai à David Kessler un rapport sur l'œuvre de cinéma. Il a déjà fait l'œuvre audiovisuelle que je vous engage à lire. Et non, mais plus sérieusement, même si c'est aussi sérieux. C'était sérieux. C'était très sérieux. Plus sérieusement, je pense qu'il faut, prolongeant ce que disait Émilie, c'est qu'on ne peut pas attendre, nous, comme professionnels, soit la réforme de la chronologie des médias, soit l'adaptation du système encadré mais autorégulateur. Nous sommes obligés de prendre le monde tel qu'il est aujourd'hui pour survivre. Ça veut dire que nous travaillons avec les plateformes, quelle que soit la définition qu'on donne juridique de ce que c'est une œuvre de cinéma. Nous travaillons, et nous en parlions avant de rentrer avec Émilie, nous changeons aussi nos métiers, nous arrivons en coproduction, nous sommes producteurs, nous développons des droits. Aujourd'hui, nous anticipons sur la transformation de notre métier, et là je poursuis également ce que dit David, c'est la chance du cinéma français dans cette révolution digitale, c'est son tissu industriel, c'est son savoir-faire, et autant je partage pas forcément l'optimisme de ces conservateurs optimistes qui croient que on verra bien, on s'en sortira. Je crois beaucoup plus à pas tellement, donc encore une fois, à ce tissu qui a bénéficié d'une espèce de forme protégée pendant 20 ou 30 ans. Je crois aux nouveaux entrants. Je prenais l'exemple de Houdaï Benyamina, cette réalisatrice de Divine. Je crois à cette nouvelle génération qui ne se pose pas du tout ce genre de questions et qui a une forme je pense, de très grande maturité, et c'est elle qui nous amène, nous, à conquérir les nouveaux marchés, à ne pas se poser des fausses questions. Encore une fois, elles sont pas fausses. En tout cas, on ne peut pas attendre qu'on y réponde. Nous devons avancer, et on a la chance, encore une fois, d'avoir un tissu de PME en France qui, pour beaucoup d'entre elles, embrasse cette modernité. Voilà. Merci. Un mot de Philippe Moati. Après, le dernier mot sera Isabelle Giordano. Oui, pour faire un parallèle avec un secteur que je connais bien, qui est le secteur de la grande distribution, qui présente beaucoup d'analogies, paradoxalement, même si peut-être que la comparaison pourrait vous faire peur. C'est un secteur qui a eu un grand succès, qui a été très prospère, et qui s'est un peu endormi sur sa prospérité. Un oligopole, en plus, qui contrôlait très très bien son marché. Et quand le numérique est arrivé dans le commerce, ça se traduit par l'apparition du e-commerce, un nouveau circuit de distribution. Eh bien, on a longtemps sous-estimé la chose, énormément sous-estimé la chose. Et on continue de raisonner avec le numérique, avec les catégories intellectuelles du monde d'avant. Je fais référence à cette définition du film de cinéma, par exemple. Et donc, ils ont laissé un monstre, plusieurs, mais un en particulier, se développer. C'était 3 fois rien au départ, c'était une start-up, on pouvait l'écraser avec son talon, en quelque sorte. Aujourd'hui, c'est une pieuvre. 40% de croissance de son chiffre d'affaires en une année. Là.
Les résultats trimestriels viennent de sortir. 40% de croissance alors que c'est déjà le numéro 1 mondial. C'est évidemment Amazon, qui a changé la définition de ce qu'est le commerce, puisqu'il a introduit la plateformisation dans le monde du commerce. Et aujourd'hui, c'est la panique à bord. C'est la panique à bord, et d'un seul coup, mais en l'espace de quelques mois, les états-majors des groupes de distribution prennent conscience de la réalité, et c'est trop tard. Et c'est déjà trop tard, et je trouve que l'accord entre Monoprix et Amazon, qui a été annoncé il y a 15 jours, témoigne d'une situation où nos groupes sont aux abois. Donc attention à ça, je pense que vous avez perdu énormément de temps, c'est-à-dire en étant accroché au monde d'hier, pour des raisons parfaitement concevables. Intellectuellement, vous n'avez pas perçu ce qu'induisait la numérisation de votre secteur. Et donc, du coup, vous avez laissé des acteurs devenir très puissants. Donc, la question, c'est très vite de réagir, mais pas seulement pour prendre la mesure des choses, pas seulement savoir s'il faut aller sur les plateformes ou non, mais ces plateformes vont devenir des oligopoles qui vont contrôler l'accès au public. Comment vous gérez des relations avec des écrans qui vont devenir des passages obligés, qui vont monnayer de plus en plus chèrement leur intermédiation. Parallèle avec Amazon, Amazon est en train d'augmenter ses commissions sur sa marketplace auprès des vendeurs qui passent par la plateforme pour atteindre le client. Donc dans un premier temps, on fait rentrer, et une fois qu'on devient incontournable, on fait monter. Prévoir rapidement des alternatives aux plateformes existantes. Merci Isabelle, un dernier mot. Sinon vous allez rentrer à Paris en stop. C'était un très bon mot de conclusion, mais je dirais juste que on s'est tous un jour demandé qui on était. Ben voilà, je trouve que le monde du cinéma doit aujourd'hui se demander qui il est, où il va. Et cette étude, qui est une étude miroir, permet de se regarder en face, de voir nos contradictions, de voir aussi nos atouts. Et je renvoie donc tout le monde vers cette étude qui est à la fois sous une forme digest de 20 pages ou sous une forme plus complète de 100 pages disponible sur le site d'Unifrance. Je pense que c'est une étude qui a vraiment, on l'a dit, tous les atouts pour nous aider à non seulement à réfléchir, mais aussi à agir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous 5.